Bonjour le terre, ça va chez vous? Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un gros commentaire, pas un bidi. Ça concerne maintenant les gros sujets du genre comment investir dans la zone 237. Cette vidéo s'adresse à tous les warboys et warders du terre et partout dans le monde. Si ça plaît à quelqu'un, hein, on est ensemble. Mais s'il y a des gens, comme vous savez, à qui ça ne va pas, ça ne plaît pas, parce que quand tu fais ton vidéo, les gens, le macabo commence à regretter. Ils appuient sur un bouton stop et ils continuent leur chemin. Ceci dit, il y a un an, des péricas m'ont dit avance le père, on va te suivre. Quand je leur ai parlé du RPN. Le RPN, c'est le terme pour dire retour au pays natal. Moi, je les ai écoutés. Hein. Je suis allé au pays, j'ai vu, j'ai pris une grosse expérience et je reviens ici aujourd'hui le partager avec vous. Donc, aujourd'hui, je reviens ici vraiment aujourd'hui avec un train, un bus pour embarquer tous ceux qui rêvent du RPN. Je sais que beaucoup d'entre vous, même s'ils sont très bien installés ici en Belgique, rêvent vraiment du RPN. Parce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour nous. Ceux qui brandissent le drapeau du 237 là, ils ne le font pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose qui les interpelle. Et comme je vous l'avais dit dans les vidéos récentes, il y a bientôt 2 ans, je vous disais, écoutez, quand vous planifiez les budgets familiales, quand vous organisez votre foyer en tant que le boss du foyer, avec votre copilote, il faut toujours penser à la partie qui concerne votre communauté. Et dans la partie qui concerne votre communauté, il y a toujours une autre partie qui concerne le RPN, c'est-à-dire l'investissement pour le retour au pays natal. Donc, nous devons savoir et reconnaître que, en fait, le retour, le RPN là, c'est pas une notion nouvelle dans notre communauté. C'est quelque chose qui est entré en nous et nous devons sortir un peu des sentiers un peu battus qui font que les gens passent leur temps à vouloir acheter des assurances vie ou des assurances rapatriement de corps comme s'ils allaient mourir ici et porter, on va venir porter seulement leur cadavre et que leur responsabilité s'arrêtait là. Bon, pour nous là, il faudrait qu'on mette déjà certains points sur les i. Est-ce que réellement notre communauté comprend ce que veut dire investir? Ça, je n'en suis pas certain. Honnêtement. Parce que quand on compare notre activité dans ce qu'on appelle les placements, que ce soit ici en Beng, que ce soit au Co, on voit que ça ne correspond même pas, à 1% de ce qu'on fait tous les jours, de notre intérêt. Il y a combien parmi nous là qui investissent là dehors? Sûrement moins de 1% dans les placements là. Nous tous qui sommes ici en Beng là. Même ceux qui gagnent des gros montants, qui ont des gros postes, est-ce qu'ils investissent dans les entreprises, dans la bourse, tout ça là? Ce n'est pas dans notre culture. Donc, pour nous, ce n'est pas culturel. C'est quelque chose de nouveau que nous devons adresser. C'est même pourquoi
beaucoup de choses que nous faisons, quand on vient en parler aux gens ici sur le terre, sciençage, investissement, tout ça là, ça n'intéresse personne. Tu vois, le pourcentage est vraiment bas. Même pas de likes, même pas de commentaires, tout ça là, ce n'est pas dans notre culture. N'en voulez pas aux gars. Ils n'ont pas ça dans les fibres. Quand c'est la mbinda, on nous a mis avec. Les gars, directement, ils se sentent comme vraiment dans un terrain de foot. Même ceux qui n'ont jamais poussé le ballon au pays là, dès que tu parles de foot, ils sont debout. C'est dans les gènes un peu déjà chez nous, même si ça n'a pas été créé chez nous. Quand tu parles de mbinda, c'est 100% des gars qui sont dehors. Unga, comme bon, ils sont debout. Ça commente à gauche, à droite, hein, avec tout le plaisir que tu peux imaginer. On dirait qu'ils sont en train de mbinda. Tu sors un sujet, directement, ils se voient en train de mbinda. Mais quand tu dis sciençage, investissement, tant qu'on meurt, les gens commencent à avoir le stress, ils s'énervent. C'est normal. Mais mes frères, on est obligé de dealer avec. Parce que nos ancêtres ont accepté que le MECAT vienne chez nous établir leur système, mettre la bouillabaisse chez nous. On est obligé de jouer avec. Donc, moi, si je suis ici aujourd'hui en train de vous parler, c'est parce que je suis conscient que je ne peux pas vous laisser tranquille avec quelque chose qui vous perturbe chaque jour. Et c'est comme les devoirs d'école. Il y a des gens qui trient, ils prennent ce qui leur plaît, ils font, et puis les autres qui ne les plaisent pas, ils essayent de l'éviter. On ne peut pas vivre comme ça là. Hein, il faut faire son devoir au complet. Donc, en réalité, la notion d'investir là, dont on parle, vu par le MECAT, c'est très différent de chez nous. Ça fait des années, des dizaines d'années qu'ils sont dedans. Et le système a été créé par eux. Mais par contre, nous là, c'est très différent. Quand on parle de retraite là, nous on voit que les bénéfices de la retraite, c'est-à-dire qu'on s'intéresse, ceux qui s'en intéressent, c'est parce qu'on leur dit qu'il y a un bénéfice derrière. Mais si ce n'est pas ça, ils n'allaient même pas regarder. Quand on dit placement, la plupart des gars de chez nous, même ceux qui ont fait finance, ils vont te dire, on ne comprend rien à ça. Quand on parle de la bourse, ah non, non, on n'a pas confiance. Et c'est normal, moi aussi je suis d'avocat. Pourtant, vous devez reconnaître que c'est ça qui fait tourner le système du MECAT. Il a organisé cela, huilé cela, pour que ces activités économiques puissent fonctionner et créer des richesses. Donc, nous-mêmes qui avons accepté de venir faire le Ndjongmasi ici, là, essayons quand même de tirer part du système. Ne vivons pas ici comme des idiots de manière éternelle. Ayons une approche qui nous permette de voir le futur, de préparer le futur. Parce que dans notre culture, le futur n'a pas beaucoup de place. À cause du mode de vie que nous avions. Notre mode de vie était un mode de vie, je veux dire, instantané. La cueillette, qu'on a besoin de gibier, ça va chasser, qu'on a besoin de ceci, c'est là où on fait. Quelques tribus faisaient un peu du grenier dans le... Mais vous voyez qu'on n'a jamais poussé cela très loin. Et ça va prendre beaucoup de générations pour que cela s'estompe. Je vous dis, on a hérité des choses. Hein. Donc, investir dans le sens qu'on dit souvent là, ce n'est pas dans notre culture. C'est pour ça que moi, le pater que je suis amené à vous en parler. Pour que vous puissiez vraiment l'intégrer. Ça devient une nécessité, puisque je vois que mes péricas, vous êtes dans ce système-là, et ce système-là a un impact dans votre vie. Je ne peux pas donc ignorer ce problème-là. Quels sont les problèmes culturels qui nous bloquent lorsqu'il s'agit de l'investissement?
Alors, je vais vous l'expliquer avec plusieurs facettes. Premièrement, on va considérer que chez nous, il y a ce qu'on appelle un manque de planification pour le futur. Oui, il y a un manque de planification. Je vous ai, dans les vidéos précédentes, parlé de ce mal qui est l'égoïsme, l'avarisme, qui est ancré dans notre culture tout simplement parce que nos chefs de concession voulaient tout pour eux et que les autres qui étaient là pour le servir. On n'a pas encore dépassé ce stade-là. Du moins, on essaie maintenant de traverser ça. Sauf qu'il y a encore des jeunes qui restent. Il faut le reconnaître. Sinon, vous n'allez pas être délivré. Hein. Vous copiez le blanc, mais sans comprendre d'où vient votre mal. Ça ne va pas vous guérir complètement. Il faut comprendre où se trouve le mal en vous. Donc, même pour accepter, pour appliquer, c'est-à-dire que même les gens qui sont partis faire leur MBA, les masters en gestion, planification, trucs financiers, ils viennent avec le diplôme là. Ils ont le diplôme, mais ils n'ont pas la foi dans ce qu'ils ont appris. Ils ne vont pas appliquer. C'est ça que les gens oublient. Ils ne vont pas l'appliquer. Ils connaissent la théorie de ça. Le calcul là ne suffit pas. Il faut la vision, comprendre, être convaincu que ça apporte quelque chose. Donc, le blanc nous dépasse beaucoup parce qu'il planifie 10 ans, 20 ans, 30 ans en avant. Quand ils investissent aujourd'hui, ils ne le font pas pour manger le macabo demain. Ils investissent en disant, le petit-fils, 5 générations plus tard, voilà ce que ça va générer pour lui. Et puis là, vous venez voir leurs enfants, leur pays est riche, tout ça là. Vous venez aussi vous asseoir dedans pour dire que pour fuir le chez vous qui est sale, non construit et tout. Oui. Quand vous reconnaissez ça, ça veut dire que vous avez commencé à comprendre la nécessité du RPN. Chez nous aussi, il n'est pas trop tard, il faut commencer à intégrer la notion de planification pour le futur. Donc, investir à long terme pour son RPN. Tu peux pas rester là à dire que plus tard je vais rentrer chez moi, plus tard je vais faire ceci. Et tu ne mets aucune action à terre. Même si tu vas rentrer dans 10 ans, c'est maintenant que tu vas commencer. Même si tu vas rentrer dans 2 ans, 5 ans, ainsi de suite, c'est maintenant que tu vas commencer à poser des actions qui montrent que ton bobo que tu fais là est accompagné par quelque chose de tangible. Et ça va te maintenir dans le sillage. Il y a aussi ce que j'appelle le manque de vision. Bon, je l'ai déjà un peu parlé pour sa descendance. Les gens préfèrent acheter des assurances vie pour son enterrement ou son évacuation en France là. Surtout en France, parce que c'est les premiers qui ont commencé à faire. Moi, j'étais là quand... Ouais, on vend les assurances vie, c'est moins cher, tout ça là. Même d'autres calculent que quand il y a décès là, on va se donner un chèque de 50 000. À ce temps-là, c'était en francs. Je ne sais pas combien d'euros ça vaut maintenant. Ça, c'est n'importe quoi. Vous devez planifier pour que votre RPN vous amène à transférer les 80% de votre activité dans la zone 237. Avant que même votre vie là commence à chavirer. Le fait que vous perdez vie ici, là, c'est un accident. Ce n'est pas... Vous n'êtes même plus en jeu là. Ça sert à quoi même d'investir autant d'argent dans les assurances vie ici, au lieu d'investir ça au co. Rien du tout. Quand vous êtes mort, vous êtes mort. Donc, culturellement, quand vous voyez que les gens investissent sur un cadavre qui n'a plus rien, qui ne sert plus à rien, excusez, parce que quand je suis allé au pays, là, on me dit à partir de jeudi, là, parce que c'est jeudi qui transfère le corps de la morgue. À partir de jeudi, là, personne ne travaille plus. C'est toujours voyage vers le co. Mais les agences de voyage sont devenues, on pilule partout là. Rien qu'à cause des enterrements.
C'est-à-dire que non seulement c'est dur au pays là, mais c'est l'enterrement. Ah, ça me rappelle les véhicules que je disais dans le temps. Avec le corbillard. Franchement, ben, on dit que d'autres pays là, il faut seulement aller. Moi, j'ai analysé ça et je vous ramène mon expérience. Et cette expérience-là, c'est pas seulement ceux qui vivent au Congo. Vous-même là, vous l'entretenez même depuis ici. On envoie l'enfant à l'école, nous-mêmes là, qui sommes ici là en Bain. On envoie un enfant à l'école là. Déjà parce que c'est obligatoire, hein, parce que je suis sûr qu'il y a même des bombes là, si même ils pouvaient même garder l'enfant à la maison là, je ne parle pas des pays où c'est une joie là. Il y a des endroits là où tu dois payer pour envoyer l'enfant à l'école. Hein. Comme c'est obligatoire, bon, on l'envoie à l'école. Mais est-ce qu'on se demande demain où le gars là va prendre le travail? Parce que la galère que nous-mêmes on a pour trouver le travail ici là, parce qu'on a une communauté faible, est-ce que vous vous préoccupez que votre enfant là, il ne doit pas souffrir autant que vous pour trouver le travail? Et vous faites quoi alors pour résoudre ça? On pressent que nos enfants auront la difficulté demain, mais on ne sait pas comment régler ça, et on ne fait rien. Donc pour le moment, on dit, on chope, on vit bien sa vie, on monte, on descend, on montre qu'on a réussi, mais pour nos enfants là, on dit, il va se démerder comme nous on s'est démerdé aussi. Hein. C'est ça que vous faites. Et c'est pas gentil, et c'est pas responsable. C'est pas du tout responsable. Il faut investir pour vos enfants. Quand on parle d'investissement là, c'est pas pour vous là. Arrêtez de penser que quand on vous demande d'investir là, c'est pour vous. Même ceux qui n'ont pas encore d'enfants là, c'est pas pour vous qu'on demande d'investir. Vous n'allez jamais un job. C'est que de vrais investissements là, vous n'allez même pas voir la couleur des gains. Vous devez le perpétuer pour vos descendants. Parce que vous avez déjà un job, vous avez de quoi job là. Vous vous inquiétez de quoi? Si vous passez la vie à avoir peur là, vous n'allez nulle part. Donc, un autre truc aussi à savoir pour les problèmes culturels qui nous bloquent, les placements les plus intéressants nécessitent des gros montants et sont réservés à ceux qui apportent beaucoup d'argent à la fois. Mais comme nous là, on ne sait pas mettre les moyens ensemble là, on est exclu. On est exclu. Ça, c'est encore un point de difficulté que nous avons ici dans les investissements. Moi, je suis en train de parler aux menguetaires, à tous ces gars qui sont allés à l'école, à tous ces longs crayons, à tous ces goudistes, à tout le monde. On est tous logés à la même enseigne. Non-intégration dans un domaine que nous avons choisi nous-mêmes et dans lequel on joue même pas les seconds rôles, mais les derniers rôles. Oui. Donc, comme nous, on ne va pas se laisser battre par les événements, on dit un jour vient où on se décide qu'on va changer les choses, non? Et le jour là est arrivé. Je vous ai dit, moi, en tant que pater ici sur le terre, je lance un bus, je lance un train que les gens qui comprennent embarquent. On n'embarque pas seulement physiquement, on embarque par là, on dit que j'ai investi parce que Papa Claude a dit d'investir, tout ça là. On embarque déjà dans le changement de son esprit. Alors, est-ce que réellement on parle de la même chose lorsqu'on entend parler d'investir? Je vais alors vous donner la définition de ce que veut dire investir. Investir, c'est placer de l'argent dans une activité économique bien définie ou bien identifiée pour un temps donné et dans le but de recevoir un gain sous forme des intérêts, un gain futur sous forme d'intérêts. Donc, on a, par ce biais-là, épargné du capital, puisque dans la période de l'investissement, là, vous n'avez plus accès à ce capital-là. Et à la fin de cette période, vous recevez en bonus un gain qui correspond au risque que vous avez pris en mettant votre argent à leur disposition.
Donc vous récupérez tout cela, votre capital bonifié par le gain que vous avez reçu, et vous pouvez donc faire quelque chose de personnel ou le réinvestir encore pour le démultiplier. C'est ça la définition intrinsèque d'investir. Et ça s'applique que ce soit ici, que ce soit dans la zone 237. On est d'accord sur cette définition. Investir là, c'est pas aller acheter la bonne nourriture au marché pour dire que j'ai investi sur ma santé. Hein. Non, non, on ne parle pas de ça. Bon. Pour notre communauté, nous avons l'avantage d'avoir, en tant que benguetaire, 2 champs possibles d'investissement. Dans le système du MECAT, ça c'est le premier truc, dans son environnement, dans l'espace, ici en Beng, ou bien dans la zone 237, c'est-à-dire le système CAMER. Moi, pour ce qui est d'investissement ici dans le système du MECAT, hein, moi je ne vous donnerai aucun conseil. C'est à vous de voir. D'ailleurs, je pense que si je dois donner des conseils là-dessus, en réalité, je ne vous donnerai pas tellement grand-chose. Il y a peut-être des gens qui sont même plus spécialistes que moi dans les placements, parce que le MECAT, il a compliqué son truc. Et en plus, moi, ce que je vois dedans, là, ça rapporte même presque plus rien. Parce que, comme on dit là, le niveau à partir duquel ça apporte est tellement élevé que même si on met notre argent ensemble, là, ça ne donne rien. Notre communauté est trop faible ici. Là. Donc, pour moi, là, je nous encourage à mettre ensemble nos efforts, nos ressources, et qu'on se dirige vers le système 237 qui, malgré ce qu'on peut dire de ce système CAMER là, propose des taux de rendement 5 fois et voire même souvent 10 fois plus élevés. D'ailleurs, le MECAT est là-dedans, il ne fait qu'investir, investir et il nous l'a. Voilà. Ceci dit, les 2 systèmes ne sont pas équivalents. Donc, il y a quand même quelques nuances qu'il faut faire ressortir. Hein. Lorsqu'on parle du système 237, on veut dire qu'il y a des aspects dedans de risque. Mais moi, je suis là pour vous apprendre comment y aller en toute confiance. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je sais que beaucoup de gars ont la critique du système 237, mais je peux vous dire que en appliquant quelques règles de base que je vais vous donner d'ici la fin de cette vidéo, vous êtes certain que votre investissement dans le cadre de votre RPN sera quelque chose que vous ne regretterez pas dans le futur. Alors, je viens vous donner une définition de ce que c'est qu'investir. Je vais vous donner une autre définition de ce que on peut entendre par le mot investir. Et cette définition maintenant revient dans notre communauté. D'aucuns vont dire investir, c'est prendre ses dos ici en bain et aller soi-même au co pour créer un projet qui est supposé rentable et dans le but de percevoir, après une période, des gains en termes de retour sur investissement, dividendes, revenus de loyer, recettes du bail Amsenam, ainsi de suite. Ça dépend de l'activité. Dans un cas, le Mbom, il a mis son argent dans un projet perso. En général, c'est un investisseur qui veut aller construire une maison où il va louer, il va aller faire une boutique, il va faire le bail avec des amis. Mais généralement, c'est tout seul qui le fait. Dans un autre cas, il va s'associer à d'autres investisseurs. Donc, ils vont faire un magasin, ils vont faire des boutiques, ils vont faire des activités peut-être pour vendre la voiture, ainsi de suite. Quelque chose qui est dans un environnement commercial où les entités ne sont pas bien identifiées, les sociétés ne sont pas vraiment claires et nettes. C'est au coup à coup, ainsi de suite. Pas très structuré d'un point de vue entrepreneuriat. Mais
Ça, c'est ce qui se passe dans notre communauté. Et puis, un troisième cas, beaucoup plus structuré, ça veut dire que ils créent une PME, ils créent une grosse entreprise, ils ont un projet bien, avec un plan d'affaires, avec des partenaires financiers, ainsi de suite. Et ça exige que les gens qui le font, le MBOM, lui, il le fasse avec d'autres personnes. Et dans ce cas-là, il est amené à être sur place au Cameroun pour diriger cela, pour s'en occuper. Ce dernier cas d'entrepreneuriat, d'entreprise PME ou grosse entreprise, hein, ça c'est le cas que moi personnellement, je trouve important et que j'ai abordé ces derniers temps et j'aurai l'occasion dans une prochaine vidéo de vous présenter s'il y a des gens qui effectivement confirment qu'ils aimeraient savoir un peu comment ça se fait. C'est un cas d'exemple qui marche bien malgré ce que les gens peuvent penser. À ce moment-là, nous, on a vu maintenant investir en tant qu'entrepreneur. Ce que je viens vous donner comme définition là, c'est que les gens, ils vont comme entrepreneurs. Alors que dans la première définition, la personne n'était pas obligée d'être entrepreneur. La personne reconnaissait qu'elle n'avait pas les qualités pour être entrepreneur. Elle investissait dans l'activité qui était gérée par d'autres personnes. Ce qui est deux approches différentes. Mais comme les Camers sont capables de tout là, aujourd'hui on est à 99%, tout le monde veut être, quand ils investissent, être entrepreneur de leur investissement. C'est là où le bas blesse. La question, donc, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Ça n'a rien à voir avec le school. Hein. Les gens pensent que pour être entrepreneur, il faut aller à l'école. Moi-même, je suis allé à l'école là. Quand j'ai décidé que je vais entreprendre là-bas au Cameroun, j'ai eu les tripes, les boyaux pendant près d'un mois qui étaient noués tous les jours. Oui, ça prend du courage. J'ai resté comme ça et dit que mince, j'y vais pas. Est-ce que je suis sûr que j'aurai vraiment, je vais tenir le bout? Ça prend du courage. Il faut avoir les tripes d'attitude. Si tu n'as pas les tripes, va pas faire l'entreprise. L'entreprise, là, ce n'est pas le know-how, c'est le courage. D'abord, le courage, surtout dans la zone 237. Même ici, en bain, c'est le courage, sur beaucoup d'aspects. Tu mets ta vie en jeu. Pas la vie physique, mais la vie de ce que tu es, de ce que tu as déjà fait. Tu l'hypothèques. Est-ce que vous comprenez? Il faut aussi, pour pouvoir entreprendre, avoir un peu de folie. Oui, il faut avoir un peu de folie. Il faut oser. Il ne faut pas faire toujours parce que tu as dû faire. Ce n'est pas parce que les autres sont passés par un chemin que c'est la vérité, c'est le bon chemin. Il faut avoir un peu de folie, oser et toi-même rechercher, être capable de rechercher la vérité. Ça peut entraîner des risques, ça peut entraîner des erreurs, mais là, tu apprendras. Oui, une capacité d'adaptation, de lecture du marché. Et alors, le plus important, il faut avoir la vision. Un entrepreneur qui n'a pas de vision, laissez ça. Les gens pensent qu'il faut être gestionnaire pour être entrepreneur. Non. Les chefs d'entreprise, ils ne connaissent rien en gestion. Mais ils ont la vision. Ensuite, quand cette vision est mise en place, les gestionnaires viennent cadrer les chiffres, faire les simulations, ajuster. Mais c'est la vision qui tient la route, qui guide. Cette vision-là, surtout pour nous les benguistes, doit être conforme au système qu'on cible. La vision
pour investir dans le 237 ne peut pas être une vision qui se conforme au système du MECAT. Parce que les données ne sont pas les mêmes. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Même si notre gouvernement applique les méthodes de gestion du système 237, du système du MECAT, les données sur place sont typiquement camères. Oui. Et c'est à nous d'inventer notre propre système. Ce n'est pas au MECAT. Le MECAT va venir transférer ou transplanter son système parce que lui, il veut revenir avec ça ici en restant dans sa façon de faire. Ça lui coûte moins cher ou bien il se comprend mieux comme ça. Mais nous, là, ça nous dérange. Oui. Il faut aussi savoir interpréter les offres de partenariat. Depuis que je fais mon projet au Cameroun, là, j'ai des propositions de financement. Hein. Ça fait au moins déjà 3. Des gros financiers, moi je ne parle pas des financiers au pays, hein, à l'international. Certains veulent construire genre tout l'équipement dont nous avons besoin. Mais quand tu regardes à peu près ce qu'ils te proposent et au moment où ils te le proposent, tu ne vois pas ta part dedans. Parce que ça vient contrecarrer ta vision et le processus dans lequel tu veux mettre ton truc à terre. Puisqu'il vient avec le sens, hein, le know-how du MECAT, il t'impose des factures sur la façon dont tu acheminais tes choses, qui était lui, ta vision qui est basée sur ton marché, sur les habitudes, sur les coutumes, sur place. Et comme souvent, nous, je connais nos frères, ils sont souvent paresseux là. Dès qu'ils entendent qu'il y a l'argent qui arrive là, ils laissent tomber leurs idées. J'appelle ça se faire acheter une job. Ils laissent tomber leurs idées pour s'asseoir sur le gros fauteuil qu'on vient de lui pousser là et dire maintenant que je vais travailler pour le MECAT. Et c'est ça qui arrive. Oui, c'est ça les erreurs. Tenez votre bout quand vous voulez être entrepreneur. Vous allez être découragé. Les gens vont dire... Alors, tous les gens qui viennent te donner des conseils là, ils te le donnent par rapport à ce que le MECAT lui a appris. Mais vous me connaissez. Moi, je vous ai déjà dit que le MECAT n'a pas la science chez nous. Il a la science de chez lui. Chez nous, là, c'est nous qui allons le construire. Et je vous le répète, ce que ceux qui me comprennent, me comprennent. Ce que ceux qui sont... C'est pas parce qu'on est chez le MECAT que pour autant, il nous a gagné indéfiniment. Ça ne veut pas dire que je suis capable d'aller chez nous tout faire par moi-même. Mais je sais une chose. J'ai mes péricas ici en Occident qui ont quelque chose dans le ventre. Et il faut qu'ils crachent ça pour le pays. Mon rôle, c'est de les rassembler, pas de faire. Oui. Et on va le faire avec notre vision. Et vous allez voir que ça va donner quelque chose qui correspond à nos besoins. Pour vous donner un peu plus d'explication à ce que je vais vous dire. Des gens sont venus me voir aussi pour dire, oh, il y a une entreprise américaine dans le domaine de l'agriculture qui veut financer l'agriculture en Afrique. Il veut financer tout le projet. Il va apporter 55%. Il demande que le gouvernement mette 15%. La localité, la mairie, en fait la commune, 5%. Les cadres dirigeants, 10%. Et il y avait encore quoi d'autre là. Donc ça fait 100%. Moi j'ai répondu à ces gars qui venaient me voir et qui sont dans le domaine agricole. Hein. Tu sais, dans un an, on va nous virer. Parce que de toutes les façons, nous-mêmes là-dedans, comme il a tout financé là, notre idée va passer par où? Parce que ce que vous devez comprendre, le blanc n'est pas là pour nous faire des cadeaux. Quand une entreprise ou un système, comment dire, un organisme financier
vient te donner les 100% de financement là. C'est pour te dire simplement que viens travailler avec moi dans ton espace. Tu deviens encore un Chinda chez toi. Vous avez vu le gars qui a fait le retour au pays natal, là, qui est venu lui-même vous expliquer comment on l'a pris ici, il est parti au pays comme expat. Et après 2 ans, le mec l'a mis dehors. C'est normal. Parce que le mec a déjà fait son calcul, il voit que bon, la production, ses centres d'approvisionnement pour ses activités ailleurs, là, ça commence à lui coûter cher. Il voit qu'en Afrique même, il peut produire la même chose moins cher. Donc, en prenant tout ça là, tu es en train de travailler pour lui seulement, basta. Et le jour où il en a, il va trouver d'autres choses encore moins chères, il va oublier ça là. Et puis, vous-même, puisque ce qu'il a mis en place, c'était ses idées, vous allez faire quoi de ça? Vous ne maîtrisez pas. Ça ne correspond pas à ce que vous vouliez faire. Ce n'était pas vos idées, ce n'était pas votre vision. C'est pour ça que quand le MECAT installe les systèmes chez nous là, c'est normal que quand il part, ça tombe. Oui, les cadres qui sont là, ils sont seulement là pour gagner leur salaire, gérer leur place politiquement. Ils disent oui, oui, amen. Quand l'État est dedans, les décideurs de l'État nomment leur garde au poste. Les autres cadres qui sont là doivent dire oui, oui, amen à ceux qui sont nommés politiquement, qui ne connaissent pas la job, ainsi de suite, ainsi de suite. Après quelques années, personne ne sait même pas où va l'entreprise. Le MECAT est là, il gère ça pour ses besoins. Quand ses besoins sont finis, quand il voit que bon, ça n'a plus d'intérêt pour lui, et c'est normal, il dit ok, bon, je vous cède ça. Vous voyez qu'effectivement, il y a des bénéfices encore, vous achetez. Mais en réalité, vous achetez un panier vide parce que vous n'aurez pas accès à leur marché. Vous n'aurez pas accès à leur marché. Et 1 an, 2 ans après, comme les gars ne savent pas négocier, parce que quand on achète même souvent un truc comme ça, là, il faut même demander des garanties d'accès à des marchés, des trucs comme ça, mais bon, on ne sait pas négocier ça chez nous. Hein. Et même quand vous négociez ça, si après ils ne respectent pas leurs engagements, vous allez faire quoi? Puisque l'entreprise était là pour un marché d'exportation. À 98%, le BECAT investit chez nous pour exporter. On parle de comptoir d'exportation chez nous, en Afrique, à l'heure d'aujourd'hui. Et vous vous étonnez que notre population soit affamée là tous les jours. Et vous parlez d'aller investir. Moi, je vois les gens qui font leur champ là. Ils ne parlent que d'exportation. Exportation, exportation, oui. Le jour où le MECAT va fermer cette porte d'exportation là, parce qu'ils ont signé avec d'autres trucs en Colombie ou en Amérique latine là, vous allez tomber en faillite. Oui. C'est pour ça que dans la vision du projet que je vous présenterai, il y a, quand tu fais l'entrepreneuriat, une vision qui va au-delà de l'entreprise même. Elle est basée sur d'abord le marché local. Il doit être champion dans le marché local. Comme ça, si demain, il faisait de l'exportation, l'international et que ça coupe, lui continue à vivre. Ça, c'est des détails que tu ne peux pas avoir avec le MECAT. Vous avez vu quel MECAT venir faire investir au pays pour le marché local? Il n'y a presque pas ça. Maintenant, les gens qui font ça, c'est les Bayamsa, c'est les gens qui viennent créer les supérettes au pays. Et ils se font l'argent en local. Et ça, c'est quoi? Les Turcs, les Arabes, et ainsi de suite. Nous-mêmes, dedans, pour nous, et où? Rien du tout. Pourquoi? Parce que ça demande des gros montants d'argent d'investissement et comme nous ne savons pas nous mettre ensemble. C'est aussi simple que ça. Les gars, arrêtez. Hein. Moi, je ne veux pas tout le temps passer ici à expliquer des choses qui sont aussi évidentes. Donc, les péricats qui sont avec moi, préparez-vous. Donc, je veux dire quoi? Certains, donc, comme je vous ai dit, sont allés créer des entreprises dans le 237 et puis après, ils avaient des bonnes idées et le MECAT est venu dire « Oui, tu es un grand champion, je te finance tout. » Ils ont accepté et après, c'est tombé. Je veux que vous compreniez que nous devons nous-mêmes inventer notre propre système 237 quand tu veux être entrepreneur. D'accord? Et ça là, c'est pas donné à tout le monde.
C'est pas donné à tout le monde. Ça veut pas dire que les Camerounais ne peuvent pas faire ça s'ils apprennent bien à faire ça. Ça veut dire tout simplement que tu ne peux pas être ici, là, en bain, en train de te battre tous les jours pour nourrir ta famille, et en même temps penser à mettre en place un système 237 fiable et efficace. Moi, je peux le faire aujourd'hui parce que j'ai atteint un stade où je peux dire je ne bosse plus pour le MECAT. Ça fait déjà des années que je ne bosse plus pour le MECAT. Et je vais au pays, je regarde comment les choses se passent, j'analyse le marché, je discute avec les gens, je fais tout le processus. Je veux que se joignent à ce train d'entrepreneuriat-là des gars de manière progressive qui vont commencer à investir, accompagner cela financièrement par leur intervention intellectuelle, par leur support de toutes sortes, pour que ces entreprises qui sont 100% Camer, même si, entre guillemets, il y a la grosse diaspora qui est derrière, avec toutes les couleurs qu'on connaît qu'elle a, puissent se mettre en place au pays. Donc, toi, qui as encore du temps à passer en Belgique, oui, c'est à toi que cette vidéo s'adresse. Toi qui dois résoudre son équation RPN dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans ou même 20 ans, si tu restes là à admirer ton équation sans la résoudre, à l'échéance, c'est-à-dire dans 5 ans ou 10 ans, tu seras au même point. D'ailleurs, même ce sera encore pire. Parce que les conditions au pays auront décuplé. Cette vidéo est pour toi parce que dans ton budget de la MIFA, je vous avais déjà donné un tableau de budget de la MIFA, ici sur le terre, où je vous expliquais que vous devez réserver une partie à la communauté. Et dans cette partie communautaire, il y a l'investissement au co. Vous croyez que c'est du jour au lendemain que je viens vous parler des choses comme ça là? C'est des choses qu'on pense depuis des années et des années. Ça mûrit chaque jour. Et l'expérience et la discussion que j'ai avec vous, tout ce que je vois, vos réactions là, sont pris en compte pour bien le tourner, l'éprouver et l'enrichir. Et je reviens avec cette expérience là pour vous donner mon petit commentaire, mon bindi commentaire, comme on dit. Oui, j'estime que chaque MIFA qui se décide à donner 1000 euros, par exemple, par an, en moyenne, qu'il soit même étudiant ou travailleur aguerri, tout gars qui est ici en Bénin, qui se respecte, est capable d'investir 1000 euros par an dans la zone 237. Même les ngoutistes, même ceux qui font le plan B là pour travailler. C'est une question de volonté. Alors, quand je dis qu'on peut, chaque MIFA, 1000 euros, même l'étudiant peut le faire, même celui qui est célibataire, même la famille. Si une MIFA se limite, qui a peut-être les deux qui travaillent, se limite à 1000 euros, c'est aussi bien. Ça veut dire que l'autre partie, il a décidé de mettre ça sur ses placements en bain. Il pourra le transférer plus tard parce qu'il a ses plans que je ne connais pas. Mais dès le moment où tu fais 1000 euros par an, investis dans la zone 237 et investis de manière appropriée, pas comme un entrepreneur, parce que tu ne peux pas faire les deux à la fois, mais comme quelqu'un qui place son argent, qui croit à ce qu'on appelle les placements. Ces 1000 euros là, il faut savoir comment les placer. Mais je peux t'assurer que quand tu sais bien les placer, il va te rapporter, en plus d'une épargne sûre que tu vas récupérer au niveau du
de la zone 237, il va te rapporter 5 à 10 fois plus que si tu laissais ça en banque ici, ou que tu me plaçais dans les trucs ici, en France. Parce que je ne vois actuellement en Occident aucune banque proposer à notre communauté des moyens de placement qui dépassent 1,1%. Même le truc postal qu'on faisait en France, là, qui était taux forcé, là, on a enlevé tout ça. D'autres ont oublié qu'il y a des placements, même jusqu'à ce qu'ils laissent leur argent, des paquets d'argent, que la banque ne rémunère même pas. Oui, on a plein de caméras là. Ils sont tellement perturbés par leur vie ici à Mbé qu'ils oublient qu'ils ont des centaines de milliers d'euros en banque qui n'est pas rentabilisé, hein, qui n'est pas rémunéré par les intérêts. C'est l'oubli. C'est pas que ces gars-là ne veulent pas l'argent. Pardon. Vous retirez même 1000 euros seulement, vous mettez dans les projets du pays. Et vous serez fiers de l'avoir fait dans quelques années. Oui, quand les gens viennent vous dire qu'on a des projets, jetez un coup d'œil dessus. Moi, je vais amener sur le terrain, vous présenter comment je vois les investissements. Ceux qui ne sont pas prêts à accompagner mes projets, je le comprends, on ne vous force pas. Et je le respecte. Mais ceux qui croient en leur avenir, parce que ce n'est pas à moi que vous devez croire, c'est en l'avenir de ce que vous êtes et l'avenir de votre pays, de cette Afrique-là. Alors, commencez à avoir du courage pour miser. J'ai dit qu'il fallait du courage pour entreprendre, il faut aussi du courage pour investir. Et pour investir, il faut savoir identifier la bonne entreprise. Si je reviens à notre culture, vous croyez qu'il y avait les systèmes de contrôle qu'on a ici là pour savoir si tu as un bon crédit? Le MECAT a établi dans son espace les façons de vérifier que tu es crédible ou qu'une entreprise est crédible. Hein? Et même, il y a des failles là-dedans. Parce que souvent en bourse, vous voyez bien que les gars réussissent à jongler pour montrer qu'ils sont crédibles, mais quand tu mets ton argent dedans, ça disparaît parce que c'est... Chez nous aussi, dans le système 237, on a des règles pour savoir quelles sont les entreprises qui sont crédibles. Oui, premièrement, comment est-ce que vous devez procéder pour investir dans une activité au pays? Je ne dis pas quand vous partez faire vos investissements personnels, vous allez construire votre maison ou vous allez faire la bisbise entre vous deux. Non. Je dis quand une entreprise vous appelle et vous dit venez investir dans ce projet, voilà ce qu'on fait, il vous montre son business plan, il vous dit qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, à quelle étape ils sont, ainsi de suite. Comment vous faites pour décider de mettre cet argent là-dedans? C'est ça que je vais vous expliquer ici. Et c'est ça la clé de comment investir au Cameroun. Voici la réponse. Lorsque un Camer veut investir dans la zone 237, la première chose qu'il doit chercher à comprendre, c'est qui est derrière ce projet. Il doit identifier le responsable du projet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est culturel chez nous. Même dans le passé, quand les banques n'étaient pas là, les gens confiaient leur argent aux hommes d'affaires pour qu'ils fassent leurs affaires et ils revenaient rembourser à travers les tontines et tout ça là. Il y avait un système donc pour mettre en place ce qu'il fallait pour rendre la confiance aux gens, pour assurer aux gens que tel et tel et tel.
aujourd'hui, là, si moi je vous propose de venir investir dans mon entreprise, ou je vous dis je suis le chef, ça veut dire que c'est moi, Papa Claude, qui est le garant. Ok? Ça veut dire que c'est à mon nom personnel que je dirais, si vous investissez là, c'est moi qui est garant que votre argent vous sera retourné avec les intérêts qui sont promis. Si vous estimez que je ne suis pas quelqu'un de fiable, ne venez pas investir. Parce que dans le système camerounais, il n'y a pas de façon de garantir ce que vous mettez dans une affaire. C'est le responsable de l'entreprise qui doit être le garant de votre affaire. Si quelqu'un d'autre, donc je vous ai dit que quand je viendrai présenter mon projet, ce ne sera pas pour dire que quelqu'un d'autre est garant. Et la garantie que je vous donne ne va pas au-delà de ce que vous connaissez de moi, qui n'est pas grand-chose, et comment vous trouvez si ce projet-là que je vous décris est viable. Mais avant la qualité technique du projet, il y a la personne qui est en face de vous et à qui vous donnez votre argent. C'est à vous maintenant de mesurer si vous lui faites confiance. Donc, dans notre système, c'est du follow-up. Aujourd'hui, on est obligé de travailler avec ça. Le temps que nous mène dans la zone 237, avec les entreprises, les nouvelles entreprises qui vont se mettre en place, on s'organise nous-mêmes pour avoir notre propre système de gestion de défaillance ou de crédibilité. Pour le moment, chez nous, il n'y a rien. Et je vous ai déjà expliqué que tu ne peux pas te baser sur le gouvernement parce que là-bas, la corruption est d'ordre. Et à l'ordre du jour. Dans le privé, c'est différent. Donc, si d'autres entreprises, demain, là, viennent vous dire, venez investir, demandez seulement qui est le garant de cette entreprise, qui est à la tête. Et cette personne-là doit venir vous parler. Que moi, je suis le garant. Voilà comment je vous présente les choses. C'est moi qui vais répondre si ça ne marche pas. Bien sûr que ça, c'est le point numéro 1. Ensuite, cette personne doit vous présenter qu'est-ce qu'il fait clairement. Et ça se passe maintenant avec le système qu'on connaissait, le business plan, voilà ce qu'on a fait, voilà des investissements, voilà des partenaires. Ça là, ça ressemble bien à ce que vous connaissez déjà ici en main, comment on évalue le projet, tout ça. Mais avant le business plan, demandez-vous qui vous garantit que les 1000 euros, les 500 euros que vous allez mettre dedans, il y a quelqu'un qui le protège avec son nom, avec sa crédibilité et tout. C'est comme ça, normalement, vous devez raisonner. Je vous ai déjà dit que vous ne pouvez pas dire que vous partez au Cameroun faire affaire et faire confiance à quelqu'un. Ça veut dire qu'il n'y a aucun papier, loi, qui va dire que, bon, c'est vrai qu'on peut attraper la personne et mettre en prison, tout ça là. Mais au départ, puisqu'on sait que tous les Camerounais sont des voleurs, ils sont dans un environnement corrompu et que personne n'a plus peur de rien, la seule façon pour un banquiste d'investir au Cameroun, c'est de détecter qui est en tête. Est-ce que c'est un homme d'honneur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est fiable? Si dans son jugement, il pense qu'il peut confier son argent à lui et que cette personne le fait et que son projet est public, parce que si vous faites ça et que ce n'est pas public, il y a des gens qui vont suivre cette vidéo et commencer à créer leur propre truc et vous faire ça en privé. Donc, moi je vous dis, moi je viendrai présenter mon projet et ceux qui veulent me suivre vont me suivre, mais je ne viendrai pas dévoiler ici avec qui je suis. Mais ces personnes-là recevront les garanties et les contrats qui montrent qu'ils sont intégrés dans ce projet-là. Et demain, non seulement je suis un fervent du RPN,
on va construire ensemble la façon dont ils vont rentrer au pays avec leur emploi assuré au pays. Parce que les projets que je crée au pays sont des projets créateurs d'emplois pour nous-mêmes d'abord et pour nos enfants demain. Oui, c'est ça. Donc, sur ce, digérez d'ailleurs cette vidéo, écoutez-le attentivement. La prochaine fois que je viens devant vous, ce sera pour vous présenter les grandes lignes du projet agricole que je pense qu'il va faire la révolution au Cameroun. Ciao, ciao.